Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va peut-être encore attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive, mais on est à peu près dans les temps, je pense. Donc moi, c'est Charles Tumrel et Valentin qui est de Convertéo, je suis de Synaptique. Donc on va essayer de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez important, qui est de comment est-ce qu'on va faire pour rationaliser la collecte des données en utilisant par exemple des outils de data quality. En préambule, dans l'outil Livestorm sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui, dans la partie de droite, il y a un chat dans lequel vous pouvez échanger sans problème. Il y a un onglet questions. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez, qui soient des points que vous souhaitez voir approfondis un peu dans la présentation. L'idée, c'est que la présentation, on va essayer de la maintenir dans un délai qui est assez raisonnable pour essayer de se garder un peu de temps pour répondre à toutes ces questions à la fin. Il y a un petit onglet sondage que je vous invite à répondre, essayer de répondre ça maintenant. On verra ça un petit peu après dans la présentation, mais voilà, si vous pouviez juste répondre à ce sondage-là, ce serait cool. Valentin, j'enchaîne. Allez. Allez. Tac. Donc voilà, on s'est présenté rapidement. Donc, moi, je suis directeur produit chez Synaptique, donc c'est moi qui m'occupe de cette solution dont on va vous parler un peu aujourd'hui. Très bien. Donc moi, c'est Valentin Svan. Donc je suis lead analytics et digital product chez Convertéo. Et donc mon rôle, c'est j'ai un rôle d'expert en fait sur les sujets avancés, les nouveaux outils. Et je m'occupe donc du partenariat avec les éditeurs, dont Synaptique en l'occurrence. Alors, pour présenter un petit peu Convertéo, alors qui sommes-nous? En fait, Convertéo, on a un cabinet de conseil qui s'est créé en 2007 et qui a construit donc du coup son offre avec comme postulat de départ que la data devait être au service du business et comme un élément essentiel même de l'accélération de ce business. Alors, chez Convertéo, on est un peu plus de 180 collaborateurs répartis au sein de 4 practices. Donc, pour décrire assez brièvement, on a Data et Business Consulting, donc qui va s'occuper de tout ce qui est stratégie et écosystème data marketing. On a la practice média et CRM qui va traiter des sujets d'acquisition, marketing automation, etc. On a Convertéo Technologies, donc qui est la branche assez tech finalement de Convertéo, qui va s'occuper qui va traiter des projets d'industrialisation de projets data, avec du data engineering, de la construction de data lake. Voilà. Et puis la practice analytics et digital product à laquelle j'appartiens, où on traite donc tous les sujets de collecte, donc des sujets de tracking, mais aussi de CRO et de data quality, donc du coup. Et juste, alors, attends, juste pour finir, ouais, voilà. Et donc du coup, ces 4 practices, en fait, ces 4 practices sont assez poreuses finalement, et on peut intervenir, différents consultants de chacune de ces practices peuvent intervenir tout au long des projets chez Convertéo sur les projets de nos clients, que ce soit du cadrage au déploiement ou du run, sur différents sujets data. Ok. En 2.2 Synaptique, c'est donc, voilà, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit là, mais le principe, c'est d'accompagner nos clients sur tout ce qui est fiabilité de la donnée. C'est un sujet qui est assez majeur chez beaucoup de monde. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de prendre des décisions basées sur des données pour être efficaces, sauf que les données sur lesquelles on se base pour prendre ces décisions ne sont pas forcément fiables. Et c'est pas forcément fiable dû au fait que ces données sont collectées par des outils, comme les outils de web analyse, tout ce qui est data layer, et qu'en fait, tous ceux qui ont eu l'occasion de toucher de près ou de loin à ces sujets-là savent que il y a des trous dans la raquette, il y a des tags qui sautent, il y a des éléments dans ce style-là qui posent problème. Et donc, c'est là où on essaie d'intervenir pour essayer de fiabiliser en fait vraiment cette partie-là. Voilà. On t'entend plus, Valentin. T'as coupé ton micro.
Pardon. Donc, quand on parle de rationalisation, c'est bien déjà de se poser la question sur ce que ça veut dire rationaliser. Et aujourd'hui, on trouve pas mal de définitions sur Internet un peu floues en fin de compte. Et celle qui nous est apparue comme la plus parlante, c'est celle donc du dictionnaire Larousse qui dit que rationaliser, c'est organiser un processus de manière à accroître son efficacité. Et dans cette définition, en fait, il y a deux parties qui vont réellement nous intéresser. C'est à la fois organiser et accroître son efficacité. Et donc, quand on rationalise réellement, en fait, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Et donc, on va voir comment un outil data quality, justement, permet d'accroître notre efficacité. Alors, le but du jeu, je vais prendre cette partie. L'idée, c'est voilà, de ce dont on va parler aujourd'hui. La première chose, c'est voilà, faire un petit peu l'état des lieux de tous les problèmes qu'on rencontre justement au niveau de la collecte. En déterminer l'origine, à cause de quoi on a ces problèmes. Ensuite, Valentin vous parlera aussi de comment prioriser justement la collecte, parce que l'idée, c'est que quand il y a trop de données, on n'arrive pas souvent à s'en sortir. Une fois qu'on a défini ce qu'on souhaite mesurer, il va falloir mettre en place un plan de marquage qui soit stable dans le temps, qui soit valide. Ça, c'est une partie qui est très importante aussi. Essayez d'aller un petit peu plus loin, en fait, en fonction de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous avez peut-être des sites, multiples sites, en tout cas dans la boîte, et l'idée, c'est peut-être d'avoir essayé de mettre en place une démarche de data governance, c'est-à-dire avoir des données qui soient cohérentes entre les différentes entités. Et puis de voir un petit peu plus techniquement comment ça se passe, notamment tout ce qui est les règles. Je vous en parlerai un peu après. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer en tout cas toute la chaîne de process de mise en place d'un plan de marquage, et donc notamment sur la partie recette, comment est-ce qu'on va essayer d'accélérer en tout cas cette partie-là. Et puis, je vous parlerai aussi de tout ce qui est alerte, comment est-ce qu'on peut être notifié lorsqu'on détecte un problème quelconque sur le plan de tagage. Alors, déjà, c'est bien de se poser sur le constat actuel, c'est-à-dire quels sont les problèmes rencontrés aujourd'hui au niveau de la collecte. Et on a différents problèmes, la liste est non exhaustive, mais grosso modo, ce qu'on se rend compte, c'est que on collecte un grand nombre de données et parfois trop, qui produisent pas mal de bruit dans les outils analytics, avec des données pas forcément très hiérarchisées. On a, parce qu'on collecte beaucoup de données, des données importantes qui sont KO et des données secondaires qui, du coup, sont OK, mais du coup, elles sont uniquement secondaires. Et puis ensuite, on a un vrai problème aussi, c'est que les recettes sont faites avant mise en production, c'est bien, mais une fois que que le site ou l'app est en ligne, bah, du coup, on considère que tout est OK et qu'il n'y a plus de contrôle qui doit arriver. Et les conséquences, elles ont un impact réel, c'est-à-dire que une implémentation analytics, un tracking, une stratégie de collecte, ben, tout ça, ça a un coût, ça prend du temps, et donc derrière, il faut bien entendu calculer le ROI de cette implémentation analytics. Et puis on se retrouve aussi dans des situations où on a des web analystes qui finalement, au lieu de faire leur métier d'analyste, bah, passent plus de temps sur la partie tracking, à fixer des problèmes, à corriger des bugs, alors que finalement la partie analyse, c'est elle qui permettrait d'améliorer le business, quoi. C'est pas la résolution de bugs qui va améliorer le business en fin de compte. Et puis on a un autre point fort aussi qui concerne la GDPR. Concrètement, si je collecte beaucoup de données, je m'expose de plus en plus à des risques de collecte de données personnelles. Et donc, ça, il faut que je le gère. Et donc, c'est bien de rationaliser, de bien collecter uniquement ce dont on a besoin, plutôt que de s'éparpiller avec ce risque-là, justement, dans le contexte GDPR actuel. Alors, là aussi, on a une liste non exhaustive des origines qu'on peut noter, les origines de ces problèmes. C'est que déjà, on a une faible priorisation dans les données qu'on collecte. On a des sites et des apps qui évoluent, qui ont des nouvelles features de manière incrémentale.
On a un turnover des équipes sur lequel on n'a pas vraiment la main, mais donc du coup qui a pour effet d'avoir parfois une discontinuité dans le tracking. Et là, on parlera plus tard du référentiel et donc d'uniformiser, d'avoir des standards de tracking. Ensuite, on a aussi parfois une perte de vision globale des objectifs. Typiquement, je cite juste un exemple, mais on traque une nouvelle campagne et on n'a le nez que dans sa campagne. On va traquer tous les boutons sur sa landing page et en fin de compte, on perd un peu les objectifs finaux de pourquoi on fait ça. Et puis enfin, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez quasiment la quasi-totalité de nos clients, c'est la peur du manque de données. Et pour cette raison, on va tout traquer. Mais sauf que la réalité, c'est que la plupart du temps, on trouve toujours, par un moyen ou par un autre, le moyen d'avoir des données, des résultats, quand bien même c'est pas le bouton qu'on voulait traquer, en l'occurrence, qui est enfin, si on le traque pas, c'est pas très grave. On trouvera un autre moyen pour avoir cette donnée-là dans notre moyen. Alors, là, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais tout à l'heure, on parlait de ROI d'une implémentation analytics, et donc, du coup, c'est quelque chose qui doit être fait et qui doit être fait vraiment en amont. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va se poser la question de combien ça me rapporte. C'est-à-dire, on va se forcer à hiérarchiser, et donc, à un moment, il va bien falloir dire, ben, OK, mon purchase, il est peut-être plus important que mon add to cart parce qu'au final, ce que je veux, c'est mon taux de conversion dans mon outil analytics. Et c'est pas mon add to cart qui va me le donner. La deuxième chose, c'est combien ça me coûte. Et ça, il faut le voir aussi avec les équipes de dev. C'est quelque chose qui se chiffre avec l'intégrateur du plan de marquage derrière, de savoir finalement telle donnée, voilà, combien ça va me coûter au final de l'implémenter. Et au final, rationaliser, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement faire le tri entre ce que ça me rapporte et ce que ça me coûte. Donc, finalement, rationaliser, ça revient à avoir un ROI, enfin à calculer son ROI sur son implémentation analytics. Tout à fait. Alors, là, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec la question du plan de marquage. Parce que finalement, c'est par ici que tout va commencer une fois qu'on a fait la récolte, enfin, on a fait le recueil des besoins. Finalement, ce qui va se passer, c'est que tout va commencer avec le plan de marquage. Alors, ici, on a un exemple qu'on peut trouver donc généralement chez les groupes qui ont une stratégie de collecte groupe, mais finalement, c'est aussi applicable sur des plus petites boîtes avec peut-être moins de sites, moins d'apps, finalement, juste un site e-commerce ou un blog. Donc, c'est applicable vraiment pour tout le monde. Ce qui va se passer, c'est qu'on va construire donc un plan de marquage avec un référentiel de variables. Et puis, à un moment, ce plan de marquage, ce référentiel, il va être déployé sur un site A, sur un site B, peut-être un site C, etc. Et puis, au fur et à mesure, le tracking va évoluer. Et puis, on va modifier ce tracking en essayant toujours de rester dans le cadre de ce référentiel. Et puis à un moment, on va avoir, dans le cas de site B, par exemple, là sur ce slide, une nouvelle campagne, une nouvelle landing page, une nouvelle feature, je ne sais pas, un simulateur, un quiz, quelque chose, où le tracking, là, ne va pas rentrer dans le cadre du référentiel. Et là, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est que donc l'équipe qui s'occupe de site B va partir sur un tracking un peu fantaisiste qui répond à ses besoins, mais du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi le référentiel ne répond pas à ce besoin, du coup. Pourquoi à un moment, site B part sur un tracking un peu spécifique? En fait, il y a plusieurs hypothèses. C'est que soit le référentiel est trop cadrant, il est trop strict, et donc, du coup, il ne permet pas ces excentricités. La deuxième hypothèse qu'on peut avoir, c'est de se dire, est-ce que finalement, le tracking de site B, finalement, cette évolution de tracking, elle ne pourrait pas être aussi implémentée sur site A. Peut-être que site A a aussi une feature ou pense à quelque chose dans un projet à plus ou moins long terme
pour intégrer cet update du tracking. Et auquel cas, il faudrait modifier le référentiel. Et en fait, le problème derrière tout ça, c'est que la plupart du temps, on travaille sur des fichiers plats, sur des plans de marquage qui sont des tableurs. Alors, dans le meilleur des cas, finalement, des versions cloud de ces plans de marquage. Mais donc, du coup, les plans de marquage aujourd'hui, ils ont du mal à évoluer avec les sites sur lesquels ils sont implémentés. Et ce problème-là, en fait, c'est pas propre au tracking, c'est un problème qui existe depuis longtemps dans le monde du développement et qui a été résolu par des systèmes comme Git ou SVN, des systèmes de versionning. Et aujourd'hui, on n'a pas grand-chose pour résoudre ce problème. Et ce problème, en fait, il a été pris en considération aujourd'hui par les solutions de data quality, parce que finalement, les solutions de data quality, elles s'occupent de faire des recettes automatisées, et ces recettes, il faut les faire sur des plans de marquage. Donc, il faut toujours un plan de marquage à jour. Et donc, c'est finalement une bonne chose que cette brique-là soit prise en compte par les outils de data quality. Ouais. Du coup, quand on parle de plan de marquage, c'est vrai que tu viens d'en parler, mais aujourd'hui, il n'y a pas de norme de plan de marquage qui existe. C'est-à-dire qu'un plan de marquage chez Converteo, ce n'est pas la même chose que chez d'autres, ce n'est pas la même chose que chez plein de nos clients. Il y avait le petit sondage que je t'ai demandé de remplir au début. Aujourd'hui, la majeure partie des clients, vous y compris, utilisent des Excel ou Google Sheet pour utiliser leur plan de marquage. Mais même si on voit le résultat là, il y a aussi des gens qui vont utiliser parfois, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais des PowerPoint, des outils qui sont des outils de ticketing. On va faire directement le plan de marquage dans un Jira. Airtable éventuellement qui fait le job plutôt pas trop mal. Mais voilà, et globalement, c'est un sujet quand même, parce que le problème, c'est que ce sont des outils qui sont détournés de leur fonction primaire pour essayer de gérer un plan de marquage. Une des volontés qu'on a avec ce genre d'outils, notamment ce qu'on fait avec Synaptic, c'est d'intégrer en fait un gestionnaire de plan de marquage directement dans l'outil. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'idée, c'est un peu d'avoir un truc qui ressemble à ça. Donc, on va avoir ici le plan de marquage qui concerne le data layer. Sur ce plan de marquage, je vais avoir par exemple, voilà, ici, différents paramètres de mon data layer. Je vais avoir un page.controller qui vaut homepage, qui vaut product sur certaines pages. Je vais avoir des informations concernant le produit sur mes fiches produits. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'on va d'abord définir ce qu'on va appeler, nous, des contextes. Je vais avoir un contexte qui est la homepage, contexte fiche produit, contexte blog, éventuellement des choses dans ce style-là. Et on va mettre en place des règles sur ces différents éléments. Par exemple, ici, je vais rajouter une règle globale qui dit le page controller sur toutes mes pages de mon site ne doit pas être vide. D'ailleurs, ce page controller, c'est le contrôleur de ma page. Et d'ailleurs, c'est ce contrôleur qu'on va récupérer du PHP du site. Okay, mais ce contrôleur, il peut avoir une version spécifique sur le blog, parce que non seulement il ne doit pas être vide partout, mais dans les pages de type blog, il doit valoir blog. Et dans la page panier, par exemple, hop, il doit valoir carte. Parce que c'est la règle qu'on aura mis en place dans le plan de marquage. Donc, on n'est pas très loin, en fait, de ce qu'on va faire avec un tableur, avec un Excel. Le principe, c'est juste d'aller la petite brique un peu plus loin, qui est de pouvoir mettre en place déjà du versionning sur ces éléments-là, d'avoir des descriptions, de pouvoir dire, en fait, cette variable-là correspond exactement à ça. Valentin vous en reparlera après, mais il y a un sujet qui est très important là-dessus, je ne vais pas spoiler le truc, mais qui est d'avoir la cohérence entre ce que demande en fait le web analyst et ce que va implémenter le développeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Hop. Oui, alors, tu as parlé aussi de tout ce qui était data governance au niveau, alors ce qu'on va appeler, nous, le multisite. L'idée, c'est qu'en effet, quand vous avez plusieurs sites dans une boîte, une des bonnes pratiques, c'est d'essayer d'avoir un marquage qui est à peu près commun. Quand on parle de plusieurs sites, ça peut être simplement des sites pays. Okay, je vais avoir un site France, Espagne, Italie. Je vais avoir peut-être différentes marques au sein du groupe et qu'on souhaite avoir en tout cas des données qui soient comparables entre les marques. Donc, l'idée, c'est d'essayer de maintenir au sein des différentes entités un socle, en tout cas, qui soit commun et de laisser, en tout cas, chacune de ces entités pouvoir avoir la main sur certaines parties du tracking. Concrètement, ça veut dire que je veux que toutes, peut-être que c'est la même plateforme technique d'ailleurs, et donc cette plateforme technique sur les différents pays
et différentes règles. Donc, je vais remettre une règle, par exemple, sur ce qu'on va appeler le site. Alors, on peut appeler ça racine, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, je vais avoir un plan de marquage global à tous mes sites. Donc, quand je vais ajouter une règle dans ce plan de marquage, elle va automatiquement être appliquée sur mon site France, sur mon site Espagne. Je peux faire comme ça différentes règles, et à chaque fois, les règles vont être répercutées sur mes différents périmètres. Par contre, il m'est tout à fait possible aussi de créer des règles spécifiques à mon site anglais, par exemple, en disant je vais travailler avec un partenaire marketing en Angleterre avec lequel je ne travaille pas pour le reste de l'Europe. Je peux tout à fait mettre en place des règles spécifiques sur uniquement la partie anglaise. Et je peux aussi dire, en fait, cet élément de configuration que j'avais défini au global, d'accord, dans le cadre de l'Italie, il s'avère que pour une raison de RGPD spécifique, de la CNIL italienne, je ne peux pas la remonter ou je dois la remonter de façon différente. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des surcharges. Donc, le principe, simplement, sur cette partie-là, c'est vraiment d'essayer de maintenir un référentiel global à toute mon entité qui soit le plus fiable possible et de pouvoir, en fait, autoriser ces différentes spécificités sans que ça devienne un capharnaüm d'avoir, en effet, comme l'expliquait Valentin, des éléments qui vont se balader un peu à droite, à gauche dans la nature. Alors, on va parler aussi d'un point clé sur le plan de marquage. C'est le référentiel. Donc, on en a déjà parlé. En fait, c'est lui qui va nous dire, telle variable du data layer doit contenir telle valeur ou telle valeur et rien d'autre. C'est dans le plan de marquage aussi où on va dire ces events ils se déclenchent dans tel ou tel contexte. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ces règles, elles sont définies de manière littérale dans un tableur, mais elles ne sont pas forcément très claires pour un intégrateur, parce que lui, il a une vision, sa vision de développeur, elle est différente de la nôtre. Et nous, on a une vision plus business, lui, il a une vision code pur. Et donc, à un moment, il se pose la question de parler le même langage. Et c'est là où, quand on ne parle pas le même langage, on se retrouve dans un cycle infernal des recettes où je t'avais demandé ça, non, c'est pas tout à fait ça, etc., etc. Et en fait, dès lors qu'on utilise un outil de data quality, c'est vrai que ces règles, forcément, elles sont assez carrées, elles sont mathématiques. Doit correspondre à telle ou telle regex, doit se déclencher sur la soumission du formulaire validé. Et donc, finalement, quand on parle de rationalisation, faire ce travail en profondeur, d'un côté, pour le web analyst, ça l'oblige à se poser la question sur quel type de données et la qualité des données attendues. Ça l'oblige à faire ce travail. Et de l'autre, pour l'intégrateur, du coup, lui, il a beaucoup plus de visibilité sur l'attendu et le standard de qualité attendu. Et donc, du coup, aussi, il a un chiffrage au final qui peut être plus juste. Et donc, ça peut alléger, ça peut permettre d'alléger le coût d'une implémentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on envoie un plan de marquage chez un développeur, à l'intégrateur, des fois, il ne sait pas trop à quoi il va s'attendre. Et puis, des fois, les chiffrages, ils sont un peu excessifs. Et donc, c'est vraiment important de travailler sur ce référentiel et sur ces règles de vérification et qu'elles soient vraiment le plus clair possible, en fait. Oui, tout à fait. Concrètement, ça se présente comment dans un outil de data quality? Donc, je reprends mon exemple qu'on avait tout à l'heure, où ici, on est sur le même exemple exactement. Donc, par exemple, sur la fiche produit, ici, j'ai différentes règles. Donc, je vais aller voir un petit peu plus en détail ce que j'ai dans ma fiche produit. Et aujourd'hui, j'ai des éléments comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tester, en fait, les différentes configurations que j'ai faites. Donc, en cliquant sur ce petit bouton, le site va vérifier une fiche produit de mon site et me donner un résultat. Par exemple, ici, il me dit, voilà, page controller, j'ai trouvé product, alors que tu m'as dit que c'était product. Je vais aussi pouvoir rajouter des règles. Ici, simplement en cliquant sur un petit plus sur le data layer qui a été trouvé, on se retrouve à rajouter des règles. Donc, ça a été un peu vite. Le principe, c'est simplement de dire que les règles qui sont mises en place dans ce genre d'outils permettent de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, le petit product, c'est une erreur qu'on va rencontrer de façon très, très régulière dans une implémentation. Le développeur a tout à fait accès à ces outils-là. Et donc, quand il va mettre en place, lui, l'implémentation qui lui a été demandée simplement en lisant ce qui est écrit ici, il va pouvoir utiliser ce petit bouton, vérifier ce qui a été fait sur son environnement de pré-prod, de recette, de dev même,
et vérifier que tout ce qui a été demandé correspond exactement à ce qui était attendu. Et en termes de configuration côté Web Analyst, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que l'implémentation a été faite, il est très facile de rajouter éventuellement des nouvelles règles. Par exemple, ici, Product Brain, ça doit correspondre à la marque de mon produit. D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est que les règles qu'on met en place, c'est deux règles ici qui sont valides sur toutes les fiches produits. Donc, sur toutes les fiches produits, je dois avoir un page.controller qui correspond exactement à la valeur exacte product. Par contre, le product référence ou le product price TTC, ce sont des valeurs qui vont être différentes par fiche produit. Les différentes par fiche produit, ça veut dire qu'il va falloir que pour chacune de mes fiches produits, je sois capable de faire cette vérification. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des collecteurs. C'est les petits éléments qu'on voit en orange ici, par exemple product price, product référence, product brand, qui vont aller chercher des éléments sur la page. Par exemple, ici, je suis sur une fiche produit du site de test qu'on utilise pour nos démos qui s'appelle la main en large, et je voudrais mettre en place justement cette fameuse product price qui va aller chercher le prix de mon produit. Donc ici, par exemple, je veux m'assurer que dans mon data layer, j'ai une valeur de product price qui correspond à 44,25. Donc je vais faire un petit bouton droit là-dessus, je vais cliquer sur créer un collecteur, je vais lui donner un petit nom, donc ici, prix produit par exemple, et donc prix produit, ça me retourne 44,25. Je voudrais que ce soit un chiffre, donc je vais juste simplement mettre un petit format, voilà, et enregistrer ce collecteur. Là, ce que je viens de faire simplement, c'est enregistrer sur toutes les fiches produits le prix, d'accord, sous un collecteur que j'ai appelé produit prix, qui vaut du coup la valeur numérique de mon prix et que je vais pouvoir utiliser dans mes règles. On vient de voir il y a juste 2 secondes. On va pouvoir aller un tout petit peu plus loin aussi. Alors ça, on en reparlera peut-être un tout petit peu après, mais je vous montre aussi tout de suite. L'idée, c'est que quand on va mettre en place des éléments de tracking, on va vérifier des pages, mais on peut aussi vérifier ce qu'on va appeler des scénarios. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un petit scénario qui va simplement faire un petit ajout au panier. Et puis, en fonction des éléments qui auront été détectés, en tant que web analyst, je vais pouvoir mettre en place les différentes règles qui m'intéressent. Ici, par exemple, j'ai détecté sur l'ouverture de la fiche panier un tag Google Analytics. Je vais pouvoir préciser quels sont les paramètres de ce tag que je souhaite vérifier. Donc, on peut vérifier les data layers, mais on peut éventuellement vérifier aussi les tags. On parle de Google Analytics ici, mais ça peut être n'importe quel tag. Donc là, je m'assure qu'il y a un tag Analytics qui va se déclencher à l'ouverture de ma fiche produit. Mais je vais aussi pouvoir vérifier que quand je clique sur mon bouton d'ajout au panier, j'ai bien un événement Google Analytics qui se déclenche. Et sur cet événement, éventuellement, avoir des paramètres que je souhaite vérifier, notamment ici. Allez, on va prendre des paramètres produits. Ça peut être que la catégorie de mon event soit bien to cart, que le label corresponde au nom de mon produit. Et voilà, que le product action, ce soit add. Et ici, en fait, voilà, le prix. Et en fait, concrètement, ici, l'outil va essayer de trouver des règles la plus intelligente possible en disant ça semble correspondre à ce que je vais trouver dans mon data layer. Voilà, donc le principe, c'est vraiment de mettre en place des règles comme ça, qui soient des règles vraiment très spécifiques. Une fois qu'un développeur en fait, se connecte dans l'outil et qu'on lui demande d'implémenter quelque chose, il ne peut pas vraiment se tromper parce qu'il va être, lui, capable de faire sa recette de façon très simple en cliquant simplement sur un bouton. Ok. Donc, du coup, on va parler de recettes là et comment ça se passe actuellement les recettes. Alors, quand on implémente un tracking une première fois sur un site, on va faire une recette complète du site et tant mieux. Et on sait que ça prend du temps, qu'il y a pas mal d'allers-retours. Et ensuite, le site va passer en prod. Et en fait, ensuite, on a différents cas. Soit on va mettre à jour le tracking, soit on met une nouvelle feature qui arrive sur le site et donc il faut la traquer. Et ce qui se passe, c'est que on va en général recetter uniquement cette update du tracking ou cette nouvelle feature, donc ce nouveau tracking update. Mais en fait, alors il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est que typiquement, si j'ai pas fait ce travail de rationalisation en amont sur la quantité de données que je collecte, de toute manière, plus tard, je vais le payer au moment des recettes, puisque pour faire mes recettes, j'ai peu de temps, j'ai peu de ressources, et donc je vais me concentrer, je vais me focaliser uniquement sur ces incréments de tracking. Et donc, du coup,
je contrôle jamais l'ensemble du site. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, du coup, on sait que les recettes, elles sont énergivores et que les outils de data quality, pour le coup, là, ils nous rendraient bien service. Et puis, il y a le deuxième point, donc du coup, sur lequel, là, pour le coup, on n'a pas réellement la main, c'est-à-dire que on se retrouve avec parfois des nouvelles features qui arrivent sur les sites, sans même que les équipes analytics soient au courant. Et là, on découvre des effets de bord parfois 3 mois après. Alors là-dessus, on n'a pas réellement la main, mais clairement sur la quantité de données qu'on collecte et qu'il faut recéter à chaque fois qu'on a une mise en prod du site, là clairement on parle de, enfin la rationalisation de la collecte prend tout son sens, quoi. Je te laisse. Ouais. T'as ton micro coupé. Ce serait mieux, en effet. Merci. Oui, ce que je disais, c'est que on en a parlé très rapidement, mais l'idée, c'est que on va utiliser deux technos en fait pour pouvoir vérifier justement que le site est complètement bien traqué. La première, c'est simplement les crawls. Donc, je ne vais pas l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un crawl. C'est la même façon que Google va utiliser pour parcourir le site internet. Donc, on va parcourir les différentes pages et vérifier que toutes les pages sont bien traquées conformément aux différentes règles qu'on aura mises en place. Et la deuxième partie concerne les scénarios que je vous ai montrés très rapidement, mais qui vont justement permettre de faire tout ce que ne permet pas de faire un crawl. Un crawl ne va pas s'identifier, un crawl ne va pas remplir de tunnels de commande, il ne va pas remplir de formulaires de lead, il ne va pas faire voilà, tout ce qui est accès aux espaces clients, ce genre de choses. L'idée, c'est qu'avec ces deux technos-là, on puisse avoir vraiment 100% du tracking et des vérifications du site. Ces vérifications, on va les faire de façon régulière. Donc ça, c'est intéressant, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place, mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir vérifier 100% du site. Ça va permettre de détecter tous les problèmes de tracking qu'on va pouvoir rencontrer, mais en fonction des sites, en fonction de vos sites, ça peut prendre plus ou moins de temps. Si je prends l'exemple, je ne sais pas, de Leroy Merlin, faire un crawl complet avec les règles qui nous sont données par l'équipe technique et de dire on ne peut pas faire plus de 5 URL par seconde, faire un crawl complet, ça prend plus de 24 heures. D'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'attendre tous les 2 jours pour avoir des résultats. L'idée, c'est d'être quand même le plus réactif possible. On va avoir d'un côté les crawls complets qui vont permettre de voir tout ce qui se passe sur toutes les pages. À l'opposé, on va avoir les crawls de monitoring. Le principe d'un crawl de monitoring, c'est de dire je vais vérifier, comme si je faisais une recette à la main. C'est-à-dire je vais vérifier que quelques pages par contexte. Je vais vérifier 2-3 pages produits, 2-3 pages liste. Je vais vérifier par exemple un checkout. Je vais faire mon scénario de checkout. Je vais vérifier la home et quelques pages. Globalement, l'intérêt de ces crawls, c'est qu'ils sont très rapides. Donc, en quelques secondes, minutes au pire, ils vont avoir lieu et on va pouvoir détecter les problèmes majeurs. C'est-à-dire que si toutes les fiches produits foirent, concrètement, mon crawl de monitoring va m'alerter tout de suite, d'accord, toutes les heures, toutes les X minutes. Attention, visiblement, il y a un gros problème sur les fiches produits. L'inconvénient, c'est que certains problèmes beaucoup plus vicieux ne vont pas forcément être détectés. Par exemple, si j'ai que quelques fiches produits qui posent problème. Je peux prendre un exemple d'un de nos clients qui est motoboost.com, pour lequel, en fait, dans le data layer, il y avait un souci sur 3% des fiches produits. Parce qu'en fait, c'était un motoboost, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des accessoires pour motomotard. Et globalement, à un moment, ils vendaient des accessoires pour roues en pouces, avec des 17 pouces, 19 pouces, ce genre de choses. En fait, le pouce, c'est un guillemet qui était mal échappé dans le data layer, qui faisait foirer complètement le data layer, donc il n'y avait aucun tag qui se déclenchait sur ces pages-là. Ça ne représente que 3% des fiches produits. Un crawl de monitoring ne va pas forcément le détecter parce qu'il ne va pas forcément vérifier si cette fiche produit-là. Un crawl complet va le détecter, mais risque de prendre beaucoup de temps. Et donc, on va mettre en place des crawls partiels qui vont faire un échantillon de pages et vont vérifier par exemple 3000 pages ou 2000 pages du site. Ça permet de gagner une fréquence qui est quand même très élevée et de détecter potentiellement ce genre de problèmes s'ils sont suffisamment importants. Et bien sûr, on a aussi toute une API pour pouvoir lancer ces crawls à la demande, d'accord, avoir les résultats. Si vous souhaitez intégrer ça dans une chaîne de QA pour dire que, voilà, par exemple, avant chaque mise en prod, vous avez des tests automatiques qui vont se lancer sur les fonctionnalités du site. On peut très bien imaginer intégrer aussi ce genre d'outils dans la chaîne de QA pour s'assurer que le tracking n'aurait pas sauté, en tout cas. Un point que tu avais mentionné, Valentin, c'était sur la recette. Par exemple, ici, voilà, chez Leroy Merlin, l'idée, c'est que auparavant, la recette prenait 2 jours hommes à être mise en place parce qu'il y a beaucoup de pages.
Aujourd'hui, une fois que le plan de marquage a été mis dans Synaptic, simplement en un clic, ça prend 3 minutes, et en 3 minutes, on peut faire une recette complète de tout le site de façon beaucoup plus précise que ce n'était le cas auparavant. Aujourd'hui, cette recette, c'est le gros point noir des équipes Web Analytics, parce qu'on passe un temps inhumain à vérifier en tout cas que les éléments qu'on a demandé n'ont pas pété, et c'est vraiment du temps qui est complètement perdu. Ok, donc là on va parler des alertes. Concrètement, pourquoi on parle des alertes? Parce que quand on installe un outil de data quality, en général, on l'installe parce qu'on veut être alerté quand le tracking pète, justement. Et donc l'écueil à éviter, c'est aussi de ne pas rationaliser cette partie-là. Concrètement, je ne veux pas recevoir des alertes toutes les 5 minutes pour chaque variable, on est d'accord. Et donc, on doit se poser la question, qui est responsable de quoi à un moment sur un dispositif, sur un site, une app, et qui doit recevoir ces alertes. Quand on travaille sur un site de pré-prod ou quand on travaille sur un site de prod, c'est peut-être pas forcément les mêmes personnes qui doivent recevoir les alertes. Et typiquement, en pré-prod, ce sera plutôt les devs, quand en prod, ce sera plutôt les équipes métiers. Est-ce qu'un responsable analytics doit recevoir tous les jours un rapport de l'ensemble des données du data layer? Je ne crois pas. Peut-être juste un report hebdo ou tous les mois, ça suffit. Puis ensuite, quel niveau de détail de ces alertes, le niveau d'urgence, le niveau de criticité, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que le risque, en fait, derrière ça, c'est de se dire, comme on a sur nos smartphones aujourd'hui, c'est je reçois tellement de notifications que finalement, j'en fais plus grand-chose. Et du coup, le piège, c'est de se dire, mon outil de data quality, il devient lourd et il devient presque pénible. Et donc voilà, il y a un entre-deux à trouver. Et encore une fois, ce travail de rationalisation, il est à faire. Et je reparlerai, il faut bien se souvenir de qu'est-ce qui est important, quels sont les objectifs de mon site. Et ce travail, il se fait aussi au moment où on construit les alertes. Oui, tout à fait. Le principe, c'est d'alerter quand nécessaire. Globalement, une alerte, c'est vraiment différent d'un reporting. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que avoir un report toutes les semaines ou tous les jours qui va me dire, voilà, on vient de scroller le site, on vient de vérifier toutes les règles que tu as mises en place et on a calculé un score de qualité qui est de 87%. Globalement, ça, c'est intéressant la première fois. Mais quand je vais recevoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou toutes les heures un rapport identique, je ne vais plus lire ce rapport, c'est sûr. Et donc, je vais passer à côté des problèmes. Donc, le principe qu'on a mis en place, nous, c'est de dire on n'envoie pas de rapport. Parce que le rapport, il est déjà disponible dans l'outil. Il n'y a pas besoin d'envoyer un rapport. Par contre, on va envoyer une alerte réellement quand un nouveau problème apparaît. Un nouveau problème, ça peut être, par exemple, j'ai fait un crawl il y a 4 heures. Et sur ce crawl, le paramètre CM15 de mon tag Google Universal Analytics dans mes pages de produits catégorie de niveau 1 pose problème. Voilà, ça c'est clair. Ça peut être aussi, depuis 4 jours, d'accord, j'ai un problème de mon tag Google Universal Analytics qui est manquant sur la page panier. Ça, c'est une alerte. Donc, en fait, on va envoyer l'alerte au moment où le problème est détecté. Il n'y aura plus d'emails par la suite qui vont dire attention, le problème est toujours présent parce qu'on va se retrouver dans le même cercle vicieux. Par contre, ces alertes sont bien entendu disponibles dans l'outil et très visibles. Le principe, c'est vraiment d'être super actif là-dessus. Et bien sûr, on va pouvoir paramétrer exactement ce qu'on veut avec ces alertes. Qui reçoit quoi, comment, est-ce que c'est du Slack, est-ce que c'est de l'API, est-ce que c'est un email, un SMS. Bref, on peut s'adapter à peu près à ce que vous voulez là-dessus, mais l'idée, c'est que ce soit les bonnes personnes qui reçoivent les alertes concernant les bons problèmes. D'accord. Par exemple, ici, un tag manquant, ça va probablement parler à la personne qui va toucher l'analytics. Des problèmes de RGPD, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui, mais tout ce qui va toucher les données sensibles, est-ce que les tags se déclenchent alors qu'ils ne devraient pas, peut-être que ça va être d'autres personnes. Dernier point que je voudrais juste aborder rapidement, c'est concernant quand mettre en place ce genre de projet. Parce que là, il y a 2 approches qui sont vraiment différentes, qui sont toutes les 2 aussi valides, mais en tout cas qui ont vraiment des philosophies différentes. La première, c'est de mettre ce qu'on appelle du Quality Driven Development. Le principe, c'est que vous avez un nouveau projet d'analytics sur un nouveau site ou une refonte du Web Analytics. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser ce genre d'outil aussi pour vous accompagner justement sur cette démarche-là. Comme le précisait Valentin tout à l'heure, l'idée, c'est de dire on va mettre en place dès le départ des demandes qui soient claires pour le développeur, qui vont lui permettre de faire un chiffrage qui est précis.
on va du coup vérifier 100% du plan de marquage, puisque c'est dans cet outil qu'on va définir le plan de marquage. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant, mais on n'est pas forcément obligé de mettre en place cet outil avec un nouveau projet. On peut très bien faire ce qu'on fait avec Valentin sur d'autres clients, c'est de faire ce qu'on va appeler plutôt du quality as a service, qui est de dire on va mettre en place ces outils-là de façon progressive sur un site existant, d'accord? Donc sur un site pour lequel il y a déjà des plans de marquage. On va migrer du coup dans Synaptic, par exemple. On va mettre en place cet outil rapidement, d'accord? On n'a pas besoin de vérifier 100% du site tout de suite. L'idée, c'est de dire, OK, on met en place l'outil et on commence à rajouter les éléments petit à petit dans l'outil jusqu'à arriver à un taux de couverture qui sera de 100%. Mais ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 mois, c'est pas très grave. C'est vraiment de la qualité qu'on est en train de faire. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'être le plus qualitatif possible dans un espace de temps le plus réduit possible, évidemment, mais ce n'est pas forcément instantané. Dans les deux cas, en tout cas, la mise en place de cet outil, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir une occasion de challenger la donnée. Donc, soit savoir exactement ce qu'on veut mesurer, et une fois qu'on l'a mis en place sur un site existant, se dire, OK, mais est-ce que ces vérifications que je fais sur tel paramètre, est-ce qu'elles ont vraiment du sens? Parce que, en fait, on sait que c'est plus vraiment utilisé. Merci beaucoup. Il est 44, on est juste dans les temps pour le timing. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y en a une qui a été posée par Vincent. Alors, concernant par exemple la question de Vincent qui dit que certains hits GA4 notamment peuvent être en post plutôt qu'en get, est-ce que ça pose problème? Alors, ce n'est pas du tout un sujet, c'est pas du tout un souci, pardon. Même les hits GA aujourd'hui qui ne sont pas forcément des GA4, qui sont des hits universels, peuvent être en post à partir d'un moment où ils dépassent un certain poids. Ça ne pose pas de souci du tout à ce niveau-là. Il y a même d'ailleurs un sujet sur GA4 qui est un peu plus complexe que celui-là, qui est que GA4 va pouvoir mutualiser des hits. C'est-à-dire que quand on va envoyer plusieurs events quasiment en même temps, il va envoyer ça sous forme de batch. Donc ça, c'est pareil, on va être complètement capable aussi de débatcher globalement les hits pour faire comme si c'était des règles et des événements distincts. C'est ce qu'on fait avec d'autres outils comme Amplitude ou d'autres. N'hésitez pas à se poser des questions. Sébastien, tout à l'heure, avait posé une question notamment sur tout ce qui était environnement logué. Donc, le principe là, c'est que je vous ai montré rapidement comment on faisait un scénario. En fait, on va pouvoir utiliser des scénarios pour créer ce qu'on va appeler des modes de crawl. Donc, ça va être des scénarios qu'on va appeler des scénarios préparatoires. Donc, je vais faire par exemple un petit scénario qui va me permettre de m'identifier sur mon site, donc de remplir les différents champs, login, password simplement, et de valider ce login. Et ce scénario va être un scénario préparatoire à un mode de crawl qu'on va appeler mode de crawl logué. Donc le principe, c'est qu'avant de faire toutes les vérifications, avant de crawler le site, avant de faire mes scénarios, on va d'abord jouer ce petit scénario d'identification. Ça parle d'identification, mais ça pourrait être du choix d'un magasin, si on fait du drive, ça peut être de simplement valider les cookies ou refuser les cookies, ça peut être de cliquer sur certaines bannières qui vont apparaître pour le premier utilisateur, ce genre de choses. Et donc, on va pouvoir rentrer en tout cas dans un certain état le navigateur, et à partir de ce moment-là, faire un crawl. Ce qui permettra d'ailleurs de vérifier différents éléments un peu plus précis, du genre, dans mon data layer, je dois avoir un user ID, je dois avoir le user email, je dois avoir le nom, le prénom de mon initiateur, uniquement si je suis logué. On va pouvoir mettre en place des contraintes, ce genre de choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais que ce n'est pas forcément facile de se lancer. Après, voilà, on est dans les temps, donc c'est pas très grave, mais si jamais vous aviez des questions, je suis preneur. Je ne sais pas si certaines personnes ont répondu ou ont pu répondre au sondage aussi. En tout cas, le sondage, ce qui marque, c'est que 3/4 des gens utilisent un Excel ou un Google Sheet, ce qui est globalement ce qu'on voit avec nos différents clients. C'est assez logique. Et s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. N'hésitez pas à nous contacter, Valentin, moi, n'importe qui de chez Convertéo Synaptic. Si vous avez d'autres questions, des sujets que vous voulez approfondir, que vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur une démo, un POC ou quoi que ce soit, voilà. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas, d'être resté alors que la fin appelle. Une dernière chat, non? Merci. Eh bien, je vous dis à bientôt alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.